Alors, ça se fait d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers le rencontre d'un étudiant qui était à mes côtés au début de mes études à Genève. Et après, surtout, par hasard, cet étudiant à Paris, voisin de chambre, qui faisait une thèse sur le Rwanda. Bon, là, je ne vais pas dire que j'ai beaucoup compris ce qui se passait au Rwanda, c'était plutôt une curiosité. Mais par contre, après le génocide, là, j'étais tout à fait saisi parce que je m'intéressais déjà beaucoup à comprendre comment était né le problème du colonialisme, la décolonisation, qu'est-ce que ça avait donné, les séquelles de la colonisation. Je me suis beaucoup intéressé à ça, à travers aussi justement le phénomène des mouvements de libération, et pour la plupart, lutte pour un mouvement de décolonisation et d'indépendance. Deuxièmement, il y avait la question aussi du rôle de la France, particulièrement, puis je suis franco-suisse, donc il y avait ce problème de comment la France allait faire cette transition, avoir des nouvelles relations après les indépendances. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la Suisse avait ce côté caché qu'elle ne disait pas. Elle a soutenu longtemps l'apartheid à travers les banques en Afrique du Sud. Elle avait des relations privilégiées avec beaucoup de mouvements de libération. Je parlais tout à l'heure de l'Angola. Je pense aussi justement avec le Rwanda, puisque la Suisse, la coopération suisse est née grâce aux bonnes œuvres de l'Église et de ses principaux représentants, Monseigneur Pérodin, qui était pendant plusieurs dizaines d'années archevêque comme père blanc du Rwanda, à Kigali, et qui était le maître d'œuvre de cette coopération suisse des années 60 à 90, au moment du génocide. Et la Suisse y a délégué un expert à la présidence. Pendant, pratiquement, il y en a eu 6, dans les années 60 jusqu'à les années 90. Donc la Suisse est directement concernée par la dictature qui s'est établie au Rwanda dans les années après l'indépendance et avec Habyarimana, suite au coup d'État de 73. Donc on ne peut pas dire que la Suisse peut être neutre là-dedans. Donc il fallait s'y intéresser parce que c'est une histoire qui nous concerne. Et je dois dire, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement découvrir l'Afrique, c'est pas le tourisme. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'histoire de l'Afrique est aussi notre histoire. Et comment notre histoire est aussi celle de l'Afrique. Donc ce regard alterné, cet intérêt historique réciproque, on apprend beaucoup l'un de l'autre. Parce que cette histoire n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite parce qu'elle existe, il faut la chercher, il faut la travailler. Et en travaillant sur le Rwanda, j'ai découvert comment la Suisse était impliquée très fortement avec des conséquences énormes, puisqu'au moment du génocide au Rwanda, rappelons tout de même quelques faits. Non seulement l'Église était longtemps aux mains donc, dans la Suisse, qui a travaillé en 1959 à, soi-disant, l'indépendance, à la révolution sociale, mais c'était quoi? C'était simplement travailler à prendre une catégorie sociale contre une autre, tout simplement pour ses intérêts. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, disait Monseigneur Pérodin, en lançant une homélie qui a été un véritable mouvement de massacre. À plusieurs reprises, il y a eu des dizaines, des centaines de morts, des pogroms qui ont été appelés par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre déjà dans les années 60, un début de génocide. Et tout cela pour favoriser une couche sociale contre une autre. Je ne parle pas d'ethnie parce qu'il n'y a pas d'ethnie au Rwanda, ce sont des catégories sociales. Ça, il faut bien se mettre d'accord. Mais on a ethnicisé le conflit et la relation entre les gens pour pouvoir justifier l'impunité d'un groupe contre un autre. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que la Suisse y a participé, elle, par sa neutralité cette fois-ci active, par ses conseillers à la présidence, qui rédigeaient les discours du président, et elle y a participé aussi parce qu'en 1994, au moment du génocide, le Premier ministre qui prend la tête du gouvernement qui a fait le génocide, Jean Kambanda, était peu de temps avant non seulement un leader de parti, mais aussi le principal projet des Suisses au Rwanda, des banques populaires, l'équivalent des Kreisraiffeisen, ce projet d'église très intéressant qui permettait, sur la base d'un petit lopin de terre ou d'une vache, d'avoir un crédit pour pouvoir passer les soudures difficiles pour les paysans. Mais derrière cela se cachait en fait une formidable pompe à finance du régime. Et donc, la Suisse ne peut pas ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, ne peut pas ne pas imaginer qu'on peut être neutre au moment même où le principal artisan d'un de ces projets est un leader politique et que ce leader politique brandit une grenade devant la foule en montrant comment il faut participer au génocide. Là, je pense que la Suisse a une grande responsabilité. Je donne ces deux exemples, il y en a plein
c'est l'objet d'un travail que je fais depuis très longtemps, dont les archives, bien entendu, suisses ne sont pas ouvertes à ce niveau-là. Il faut aller chercher ces documents à l'étranger, et ça fait partie d'un des problèmes que la Suisse devra bien, un jour ou l'autre, voir clairement, y faire face. La coopération suisse a fait un travail intéressant, certes, mais qui n'était pas impartial. Et en 1995, au lendemain du génocide, un rapport est sorti au niveau du Parlement qui voulait en quelque sorte être un dédouanement de ces actions. Et ce rapport est une formidable tromperie, une tricherie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été omises. C'était une sorte de, je dirais, un peu durement, une action je dirais, un blanchiment d'actions sales. Alors, la raison est très simple, c'est qu'à un moment donné, suite à ce travail sur les vraies responsabilités de la Suisse après ce génocide, qui ne sont pas encore toutes connues, mais qui existent, qui sont bien là. Il n'y a pas que la Suisse en tant que gouvernement, il y a la Suisse, il y a les églises suisses, il y a des individus, il y a des ONG, etc. et tout, voilà, qui représentent un tout, une politique longtemps mise en place. Il y a tout un réseau. Et ce réseau, il était entre autres focalisé autour d'une association d'étudiants rwandais qui depuis 90, c'est-à-dire depuis déjà avant le multipartisme au Rwanda, était constituée ici en Suisse avec des gens très haut placés par rapport aux familles dirigeantes de Rwanda. C'est ce qu'on appelle la fameuse Akazu, la petite maison. Autrement dit, c'est des gens qui étaient au cœur quasiment du dispositif de décision et je dirais même des escadrons de la mort, puisque l'un d'entre eux avait épousé la fille de Sagatois, qui était le chef des escadrons de la mort, qui a péri avec le président Biarimana au moment de l'attentat à Kigali en 1994. Et ce réseau était des gens, d'étudiants, doctorants, avec bien sûr le soutien de professeurs d'université, le soutien de hauts personnages de l'Église, le soutien d'avocats, le soutien d'hommes politiques, le soutien de journalistes. C'était un réseau. Et ces gens, il fallait un jour dire qui c'était. Alors j'ai écrit un article qui s'intitulait 21 nazis noirs rwandais en Suisse, pour reprendre le titre d'un célèbre article de Jean-Pierre Chrétien sur les nazis noirs au Rwanda. Et ça m'a valu tout de suite une réaction, parce qu'évidemment, on a posé cette question, que faisaient ces gens, pourquoi, qui, comment, qui les soutenait. Et ça a valu une série de procès que je n'ai pas eu entièrement moi-même, mais plutôt à travers le journal Objectif à Fribourg, qui a publié, et on a publié les articles. Et comme en Suisse, on a cette responsabilité, quand on est un journaliste, d'écrire les articles, mais pas toujours la responsabilité ensuite de pouvoir se défendre, parce que c'est le rédacteur en chef ou le directeur du journal qui doit aller ensuite souvent au procès. Ça a duré longtemps, mais on a gagné. On a gagné, on a pu démontrer notre bonne foi, la vérité. Et petit à petit, pendant pratiquement 5-6 ans, jusqu'à ce que le tribunal d'Arusha en Tanzanie ait commencé à faire tomber les premières condamnations qui montraient ce que c'est qu'un génocide, la définition d'un génocide, ce que c'est qu'un double langage, la préparation du génocide, etc. Lorsque tout ça a été commencé à être défini clairement, là, les tribunaux ont reviré, on n'a plus eu de problème. Il s'agissait, on était trop tôt dans le temps, il s'agissait surtout que la Suisse ne soit pas le premier pays à prendre position juridiquement. C'était quelque chose d'impensable. Les autres pays ne l'ont pas fait non plus. C'est après les premières condamnations qu'on s'est appuyé sur le droit international pour ensuite, on le voit aujourd'hui en France et dans d'autres pays, on arrive à avoir des résultats parce qu'aujourd'hui, quantité de ces gens sont réfugiés dans les pays, la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, il y en a beaucoup en Suisse. Alors, militante, c'était surtout dans la jeunesse, c'est-à-dire au moment de retour à Paris, lorsqu'on a fait des études. Après, en retour au pays, on peut dire, ou à la région d'origine, il n'y a pas de logement. Que fait-on? On a beau faire 60 régies, tirer la corde tous les côtés. Si on veut un logement minimum, même un petit appartement, un petit studio quelconque, une chambre, quelque chose, pas trop cher, eh bien, impossible de trouver à Genève. Donc, ça a été le début d'une occupation à travers des squats. Il y avait un mouvement qui commençait de manière assez forte en 1981. Il y avait une centaine de squatteurs qui avaient occupé la plaine de Plain-Palais, qui s'étaient dispersés ensuite dans plusieurs lieux.
pour poser le problème à la ville. Que fait-on aussi de cette quantité de bureaux qui sont vides pour la spéculation, etc. et tout, alors qu'on a besoin de logements? C'est pas nouveau, hein, c'est une vieille histoire, les appartements, le manque d'appartements à Genève et la spéculation. Et donc c'était le début d'une histoire pendant pratiquement 4 ans, et il a fallu se battre pour faire reconnaître cette situation. Pourquoi le squat? Parce que c'était à peu près la seule solution possible pour quelqu'un qui n'était pas encore trop installé. Et ça a permis la constitution d'un projet de loi, grâce au soutien des associations de quartier à Genève, sur la rénovation légère. On a finalement obtenu que des appartements, un coup de peinture suffisait, sans augmenter le loyer de 20 ou 30%. On pouvait remettre en état quantité de logements à Genève grâce à ça. C'était quelque chose de fondamental, puisqu'aujourd'hui encore, cette loi est en vigueur, aux grandes dames bien sûr de nombreux promoteurs, mais la question est qu'on peut repeupler Genève aujourd'hui à peu près. Aujourd'hui, Genève est repeuplée au niveau des années 80. Donc ça a été un moment important au niveau du militantisme. Comme étudiant aussi, j'étais aussi à la pointe, notamment à l'université, pour la défense des étudiants dans plusieurs associations. Anta Al-Mami